Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette conférence Climate and Biodiversity Initiative. Je suis heureux de vous accueillir ici en plateau à Bivouac. Alors, pas tout à fait en présence pour vous, c'est vrai, mais pas tout à fait à distance pour nous non plus, puisque nous avons la chance d'avoir enfin quitté nos visios, d'être sur ce joli plateau avec une vraie régie, une vraie technique, pour discuter ensemble pendant une heure d'un sujet ô combien d'actualité, les conséquences sanitaires du réchauffement climatique, du changement climatique, en tout cas, conséquences possibles, conséquences probables, nous le verrons tout à l'heure. On va notamment évoquer ces zoonoses, ces maladies transmises par l'animal à l'homme. Alors, on est en plein dedans en ce moment avec la pandémie qu'on traverse, donc inutile de s'épancher là-dessus, mais vous en connaissez plein d'autres, j'en suis sûr. Ebola, le VIH, la rage, le SRAS, la listériose, enfin, tout un tas de maladies qui peuvent avoir des impacts profonds sur nos sociétés. Alors, quelles seront les causes de ces maladies? Quel est le rôle de la biodiversité dans leur émergence? C'est ce qu'on va voir ensemble et on va vous emmener aux frontières de ces interfaces homme-nature. On va vous y emmener avec Ève Miguel, qui est chercheuse à l'IRD, qui mène un projet qui s'appelle Humani. Alors, Humani pour humain animal, et c'est un projet qui est soutenu par la fondation BNP Paribas à travers son programme Climate and Biodiversity Initiative. Cette fois-ci, je l'ai bien dit. Un projet, vous le verrez, qui est ambitieux, innovant, plus que jamais d'actualité. Et nous allons maintenant pouvoir recevoir notre invité du jour, notre grand témoin, Ève Miguel, qui est chercheuse en écologie et en épidémiologie à l'IRD. Ève Miguel, elle va nous emmener en Afrique australe, plus précisément au Zimbabwe, pays qu'elle a découvert lors de ses études en 2006 et dans lequel elle a choisi de mener son projet Humani. Alors, comme je vous le disais, Humani est un projet ambitieux et surtout innovant. Il est innovant notamment par son approche holistique de la question. On est vraiment dans une transdisciplinarité ici. On va parler de médecine, on va parler d'écologie, d'épidémiologie, mais aussi de sociologie, de sciences vétérinaires, pour avoir vraiment une vision la plus globale de la question. Avec elle, nous allons notamment évoquer le concept d'éco-épidémiologie, puisque Ève cherche notamment à définir le rôle exact de l'érosion de la biodiversité dans l'émergence de certains virus, de certaines maladies infectieuses. Et elle confronte notamment directement ces hypothèses sur le terrain au contact des populations locales, au contact des acteurs du territoire. Ève Miguel, je vais vous laisser d'ailleurs nous guider dans ces contrées lointaines, nous emmener aux confins de cette interface homme-nature. Vous êtes la plus à même de répondre à nos questions. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette invitation au Bivouac et merci à la Fondation BNP Paribas de me donner l'occasion d'exposer mes recherches aujourd'hui ici. Donc, je suis Ève Miguel, je suis chercheure à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement. Et je vais vous parler donc de biodiversité et changement climatique. Quel rôle dans la transmission des maladies infectieuses aux interfaces homme-nature? Donc, comme le stipule le récent rapport de l'IPBES pour plateforme intergouvernementale scientifique politique sur la biodiversité et les services écosystémiques, nous devons échapper à l'ère des pandémies. En effet, après plus d'un an de vie avec la Covid-19, il est hélas possible d'envisager, sans être alarmiste, que des pandémies plus fréquentes, plus mortelles et plus coûteuses sont à prévoir. En effet, les scénarios prédisent une augmentation de la fréquence de ces pandémies, passant ainsi d'une tous les siècles à désormais une tous les 5-10 ans. Le coût humain risque d'être naturellement très élevé et il faut bien avoir en tête que l'impact économique actuel des pandémies était estimé en août 2020 à la sortie de ce rapport à 100 fois supérieur au coût estimé de la prévention, voire d'une très bonne prévention. Ainsi, c'est dans ce contexte-là que nous voulons nous positionner pour comprendre les mécanismes de ces émergences afin de mieux les surveiller et les contrôler dès les premières alertes et ainsi éviter la course à la gestion des crises, comme le propose cette illustration, avec un parallèle fait sur notamment la gestion des incendies et la lutte contre les grands feux versus la détection et le contrôle des premières flammes.
Il est aujourd'hui donc important de limiter ces futures émergences en construisant des socio-écosystèmes plus résilients et adaptés à nos nouvelles conditions de vie, et c'est ce que je vais vous développer aujourd'hui. Précisons un peu cette notion d'émergence. Nous savons que plus de 70% des maladies émergentes chez l'homme, l'encéphalite Ebola, Zika, grippe, SRAS, MERS-CoV, Covid-19 ou encore Nipah, sont causées par des microbes présents chez les animaux sauvages ou le bétail, et que 100% des pandémies ont été causées par des zoonoses. L'OMS, pour Organisation mondiale de la santé, définit par zoonose comme un groupe de maladies infectieuses qui se transmettent naturellement de l'animal à l'homme. Les maladies infectieuses émergentes ou réémergentes ont été 4 fois plus fréquentes dans les années 2000 que dans les années 40. Il est donc aujourd'hui crucial de comprendre le rapport que l'homme entretient avec la nature dans les zones riches en biodiversité, et plus particulièrement en temps de crise sanitaire, économique, mais également climatique. Car la crise climatique est bien là, et plus particulièrement sur le continent africain, qui absorbe les chocs de ces aléas climatiques. Depuis les années 1970, les sécheresses ont été plus fréquentes et plus graves. Un événement de sécheresse en Éthiopie en 2017 a par exemple causé la mort de près de 2 millions de têtes de bétail, aggravant considérablement la sécurité alimentaire des populations déjà fortement vulnérables. Ces phénomènes pourraient devenir plus fréquents à l'avenir dans beaucoup de pays du continent africain. Aléas climatiques et pluviométrie. Il existe également une forte probabilité d'augmentation de la fréquence des épisodes pluvieux de forte intensité. Le cyclone Idai, qui a frappé l'Afrique australe en 2019, illustre l'intensité de ces événements extrêmes qui n'étaient pas enregistrés jusqu'à présent dans ces régions-là. Avec 2 millions de victimes humaines, principalement au Mozambique, mais également au Zimbabwe et au Malawi, plus de 1000 morts enregistrés, et une ville, Beira, engloutie sous les eaux et dévastée à 90%. Ainsi, le changement climatique pourrait entraîner des pertes importantes d'espèces végétales africaines et plus de 50% d'espèces d'oiseaux et de mammifères d'ici 2100. Environ 1 million d'espèces animales et végétales sont maintenant menacées d'extinction. Selon l'IUCN, Union internationale pour la conservation de la nature et des ressources naturelles, 1/3 des amphibiens, 1/4 des mammifères et 1/6 des oiseaux sont aujourd'hui menacés d'extinction. Les causes sont multiples, mais les principaux facteurs sont la perte et la fragmentation de l'habitat, les surexploitations des ressources, l'intensification de l'agriculture et le changement climatique. Il s'agit naturellement, généralement, d'une combinaison de facteurs qui aboutit à une baisse massive des populations ou à leur extinction. Pour ne citer que le déclin des grands mammifères, sur le continent africain, on estime que l'abondance de ces populations a décliné de près de 59% entre 1970 et 2005. Ainsi, depuis maintenant 150 ans, les niches écologiques des organismes ont été fréquemment attaquées dans le temps et dans l'espace. En réaction à ce phénomène, des mouvements de conservation ont émergé à la fin du 19e siècle, notamment aux États-Unis. Et en 1872, le Yellowstone a été la première zone à être déclarée comme zone protégée dans le monde. En 2012, 140 ans après, 177 500 zones protégées ont été identifiées, représentant près de 13% de la masse terrestre émergée et 1,6% des océans, avec une belle progression et une progression de plus de 50% ces 30 dernières années. Cependant, leur développement n'est aujourd'hui pas suffisant pour lutter contre la dégradation de la biodiversité et notre façon de concevoir la conservation des espèces et de leur écosystème est ainsi à modifier en profondeur pour espérer une amélioration de la situation devenue extrêmement préoccupante. De la nature pour soi sous cloche, avant 1970, les stratégies de conservation ont changé autour des années 2010 vers une nouvelle mode basée sur la coexistence entre l'homme et la nature, dans ce qu'on appelle désormais ces socio-écosystèmes, où les interactions durables et résilientes entre les sociétés humaines et l'environnement naturel sont désormais encouragées.
Concernant le changement climatique et la vulnérabilité humaine, les prédictions indiquent une aridification, avec une augmentation de l'incertitude sur la disponibilité en ressources dans le temps et dans l'espace, comme l'eau de surface et les ressources fourragères. Ainsi, la mosaïque paysagère devrait évoluer vers plus de pastoralisme et le rôle des zones protégées devrait être crucial en tant que garant des fonctions écosystémiques d'un environnement et production de services. Mais quel est le lien entre homme, nature et maladies infectieuses? La transmission multi-espèces est un processus clé dans la propagation et la distribution de nombreuses maladies infectieuses, humaines ou animales, qu'elles soient domestiques ou sauvages. Un élément clé de ces transmissions est la notion d'infectiosité. En effet, je prends souvent l'exemple de la rage, dont le renard est considéré comme une des espèces réservoirs, notamment en Europe. C'est-à-dire que le virus va pouvoir plus facilement s'amplifier et se transmettre entre individus de cette espèce. En revanche, d'autres espèces sauvages ou domestiques possèdent les récepteurs pour pouvoir s'infecter, mais aussi, dans une moindre mesure, transmettre le virus. Ainsi, il faudra une dose virale pour qu'un renard infecte un autre renard, alors qu'il en faudra 1 million de fois plus de doses virales pour qu'un renard infecte un chien. Ainsi, nous voyons que dans un écosystème diversifié, chaque espèce et chaque individu a un rôle important ou pas dans la transmission de pathogènes. Cependant, on sait peu de choses sur les mécanismes de transmission des pathogènes entre de multiples hôtes. Quelles sont les populations, espèces, réservoirs d'infection? Existe-t-il un effet de dilution à la biodiversité ou au contraire un effet d'amplification? La littérature suggère aujourd'hui que l'altération de la biodiversité pourrait être responsable d'événements d'émergence de maladies. En effet, l'extinction d'espèces sauvages peut éliminer des hôtes cul-de-sac appartenant à des espèces qui ne peuvent pas transmettre le pathogène ou peut transmettre et donc ainsi diluer sa propagation. Parallèlement, une plus grande biodiversité permet également d'héberger une plus grande diversité d'espèces parasitaires et donc d'amplifier le risque. Cependant, peu d'études empiriques montrent à ce jour la part relative de chaque espèce dans les dynamiques spatio-temporelles des maladies infectieuses. De même, les comportements humains et les pratiques culturelles favorisant l'exposition d'une population à un pathogène sont rarement intégrés dans les modèles de diffusion, malgré leur importance dans les dynamiques épidémiologiques. Il est maintenant urgent de s'attaquer à ces questions de contact entre espèces et des dynamiques infectieuses associées. Pour résumer cette première partie introductive, donc le changement climatique, l'augmentation du chevauchement entre zones agricoles et zones naturelles et l'effondrement de la biodiversité redistribuent probablement les contacts interspécifiques et affectent par conséquent les processus de saut d'espèces pour les pathogènes. D'où aujourd'hui mon projet Humani. Les questions de recherche sont simples. Premièrement, où aller quand l'eau et le fourrage diminuent? Deuxièmement, les zones protégées sont-elles des refuges pour les animaux et les hommes? Troisièmement, comment les interactions entre les hommes, les animaux domestiques et la faune sauvage seront-elles impactées par le changement climatique? Et enfin, quelles sont les conséquences sur les dynamiques des maladies infectieuses? Le projet Humani se positionne en Afrique australe car c'est une région du monde qui a considérablement investi dans la protection de l'environnement naturel, notamment au Zimbabwe qui possède près de 13% de son territoire qui est dédié à la protection de la nature et où encore une grande biodiversité est conservée et notamment les grands mammifères. Nous aurons la chance donc de travailler au sein de parcs transfrontaliers qui ont récemment été créés, notamment pour le parc transfrontalier Casa pour Kavango-Zambezi en 2011, liant ainsi 5 pays et protégeant plus de 520 000 km² de territoire entre le Zimbabwe, le Botswana, la Namibie, la Zambie et l'Angola, dans cet esprit donc de socio-écosystème où les hommes et les animaux sauvages partagent un territoire commun. 520 000 km², en comparaison, la France fait 644 000 km² de territoire. Donc ce sont des espaces extrêmement conséquents et grands qui sont dédiés à la protection de la nature et à la mobilité des animaux sauvages.
Concernant nos méthodes, nous allons nous appuyer sur 3 piliers thématiques. Premièrement, l'écologie, pour comprendre comment les interactions entre animaux sauvages et domestiques vont être perturbées par le changement climatique. Nous allons utiliser des pièges photographiques autour des points d'eau qui sont des zones d'interaction, le plus souvent entre les populations sauvages, mais également avec les populations domestiques. Je vous ai amené aujourd'hui un piège photographique, comme vous pouvez voir. Hop. Qui, du coup, nous permet de prendre des photos des animaux autour des points d'eau. Et comme vous pouvez constater, cet appareil est bien protégé pour donc éviter le choc des éléphants ou encore les malins babouins qui s'amusent à ouvrir les boîtes. Donc, c'est un protocole utilisé en écologie depuis de nombreuses années pour caractériser les communautés d'espèces, mais également leur abondance. Ici, du coup, quelques illustrations de pièges photographiques. Quand nous travaillons avec les grands mammifères, nous avons la chance d'avoir des animaux faciles à détecter et à reconnaître. Cependant, sous une apparente simplicité, la mise en place d'un protocole rigoureux pour sortir des indicateurs fiables de diversité et d'abondance d'espèces n'est pas si évident. Combien de pièges photographiques au point d'eau faut-il déployer? À quelle distance? Quelle fréquence pour la prise de photos? Les photos doivent-elles être prises à intervalles réguliers ou par détection de mouvements? Et surtout, comment traiter les millions de photographies prises par ces protocoles-là? Un protocole qui sera combiné à un protocole de télémétrie avec des colliers GPS qui seront déposés sur plusieurs espèces sauvages, mais également les espèces domestiques. Voici ici un collier que nous utilisons en écologie, où vous pouvez voir du coup un panneau solaire pour permettre d'avoir une plus grande survie de la batterie, et à l'intérieur un GPS qui permet une acquisition de la localisation des individus toutes les heures. Grâce à cet outil, nous pouvons donc décrire le déplacement des animaux, mais aussi la sélection des habitats et les territoires partagés entre espèces. Voici un exemple de données issues de ma thèse où j'ai utilisé du coup cette technologie où nous avons du coup déployé des colliers GPS sur les buffles sauvages africains, ici représentés en noir et blanc, et sur les vaches en même temps, ici représentées en jaune et rouge. Vous pouvez voir du coup que les buffles résident donc dans les parcs nationaux, symbolisés par cet espace vert, et les interactions entre ces deux espèces sont symbolisées par des étoiles roses où on peut voir du coup les contacts. Ce que nous pouvons constater dans ces zones dans lesquelles nous allons maintenant travailler avec le projet Humani, c'est que les interactions sont d'intensité différente en fonction des sites et que les localisations de ces interactions entre espèces sauvages et domestiques ne se fait pas au même endroit au niveau du territoire, soit à l'extérieur du parc, pour par exemple le parc du Kruger dans la zone du Limpopo, où les buffles sortent de la zone protégée pour aller s'abreuver ou pâturer dans les zones communales. Pour la zone du Gonarezu, au milieu, nous voyons que les interactions se font au milieu, autour de la rivière. Et par exemple, pour Hwange, les interactions se font plus à l'intérieur du parc, où les vaches vont à l'intérieur du parc pour s'abreuver et pâturer. Ainsi, nous pouvons constater qu'il existe une extrême variabilité dans le comportement animal, qu'il soit sauvage ou domestique, et du coup, apporte une complexité supplémentaire pour les chercheurs qui travaillent sur ces thématiques. Deuxième pilier important, le pilier épidémiologique, où nous allons développer des protocoles innovants basés sur des méthodes non invasives de prélèvement pour détecter les pathogènes dans la faune sauvage, notamment la salive ou les fécès. Pourquoi ? Il faut savoir qu'il est très difficile de savoir exactement ce qui circule dans la faune sauvage. Les captures d'animaux sauvages coûtent très cher et sont de moins en moins autorisées, car de nombreuses espèces sont de plus en plus menacées d'extinction. Et nous avons une vision extrêmement du coup parcellaire des dynamiques infectieuses dans ces compartiments sauvages. Je prends souvent l'exemple de la grippe saisonnière en France. C'est comme si nous étions des martiens qui arrivons sur Terre pour comprendre son épidémiologie. Mais pour des raisons logistiques et économiques, nous pouvons juste échantillonner quelques enfants au mois de juin dans une école. À la suite de cet échantillonnage, nous allons conclure que la grippe n'est pas trop prévalente et que la symptologie est assez faible. Or, nous savons qu'il est important de faire un suivi toute l'année pour se rendre compte de son pic épidémique hivernal et qu'il faut échantillonner toutes les strates de la population pour se rendre compte que des populations plus âgées peuvent être plus sensibles au virus.
Dans la faune sauvage, nous devons trouver ainsi des nouvelles méthodes pour ouvrir cette boîte noire infectieuse qui est jusqu'alors assez obscure. Et ainsi, grâce à des méthodes donc indirectes, nous souhaitons suivre les dynamiques infectieuses des pathogènes dans différentes espèces et dans des sites contrastés en termes de composition d'espèces pour tester de façon empirique cet effet dilution, mais aussi le rôle du climat et les interactions interspécifiques. Enfin, un dernier pilier, un pilier en sociologie pour comprendre l'utilisation humaine des zones protégées dans un contexte de changement climatique. Nous allons développer le premier laboratoire mobile think tank Homme Nature en Afrique subsaharienne pour travailler sur ces questions-là. Cette innovation prendra la forme d'un minibus avec différentes installations, sièges, grand écran, laboratoire de base, offrant ainsi les conditions optimales pour les chercheurs pour réaliser leur travail sur le terrain. Mais pourquoi il s'agit d'une innovation? Puisque c'est la première fois que nous allons du coup déployer en simultané des protocoles issus de l'écologie, de l'épidémiologie ou de la sociologie et ainsi incarner de façon mobile cette nouvelle mouvance de recherche qui est du coup le One Health ou le Eco Health. Et nous espérons par cette façon de travailler obtenir des meilleurs résultats mais aussi explorer de nouvelles questions de recherche. Nous en profiterons également pour travailler autour de la circularité, de la communication en temps réel de nos résultats et ainsi améliorer la compréhension de nos recherches et la confiance des différents acteurs auprès de nos résultats de la recherche. Ainsi, nous exposerons tous les outils que nous utilisons pour travailler, comme les pièges photographiques, les colliers GPS, les résultats, mais aussi travaillerons autour de qu'est-ce que c'est le microscopique, le virus, les bactéries, etc. Cette circularité et cette confrontation auprès des acteurs nous permettra, j'espère, d'améliorer le dialogue entre différents acteurs de ces socio-écosystèmes complexes, que ce soit les gestionnaires des parcs nationaux, la société civile, les services vétérinaires, les services de santé humaine qui du coup sont peut-être moins sensibilisés aux risques zoonotiques dans des populations très vulnérables et très peu diagnostiquées. Donc, le projet Humani est un projet holistique et ambitieux qui a pour objectif de lier les citoyens à la science et la science aux citoyens. Enfin, pour conclure, il est certainement important de maintenir une grande biodiversité pour augmenter la résilience des écosystèmes et ainsi réduire les risques de saut d'espèces et d'émergence des maladies infectieuses. Mais il est aussi extrêmement important de promouvoir le bien-être humain et particulièrement dans les pays aux ressources économiques limitées. Il faudrait en effet construire des sociétés durables, sinon l'équation ne pourra pas fonctionner, et cela passe notamment par une justice sociale et environnementale, l'accès à l'emploi et à l'éducation pour tous et par tous, et le développement d'une agriculture raisonnée. Les recherches fondamentales et appliquées sur du long terme sont essentielles, tout comme la formation de qualité partout, et par tous et pour tous. Nous avons donc beaucoup à apprendre, notamment sur notre rapport à la nature, la résilience et la durabilité, notamment en temps de crise. Donc, naturellement, le projet Humani est un projet d'équipe. Nous sommes un noyau d'une trentaine de chercheurs avec une très bonne collaboration franco-zimbabwéenne auprès de nombreux instituts et d'universités, mais également avec l'Afrique du Sud et le Royaume-Uni. Donc, je tiens à remercier tous mes collègues et partenaires. Aujourd'hui, c'est moi qui parle, mais je ne suis que le porte-parole. Et surtout, les différentes institutions qui supportent notre projet et la Fondation BNP Paribas pour avoir financé ce projet. Merci. Merci Ève, merci beaucoup pour cet exposé très complet. Je pense qu'on a vraiment brossé un panorama assez complet d'Humani. Merci aux équipes de la Fondation BNP Paribas, au Bivouac évidemment, de nous avoir accueillis sur ce beau plateau, aux équipes de la communication du groupe BNP Paribas, à la technique sans qui ce rendez-vous n'aurait pas été possible. Merci aux équipes de Oui Demain et surtout, merci à vous pour votre enthousiasme, pour votre intérêt de tout ce que nous avons soulevé ensemble ce matin. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle rencontre, un nouvel échange autour de ces initiatives qui fleurissent un petit peu partout en France et ailleurs pour consolider nos écosystèmes. Donc engagez-vous, on est déjà demain. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.